Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous. Tout de suite, la météo. Voilà, bonsoir aux populations de Kovet. Dans le département du Zoo, nous avons 3 rubriques au menu de ce grand rendez-vous en Afrique et un peu partout dans le monde. Le problème de chômage se pose avec acuité et il n'existe toujours pas de solution toute faite pour inverser la tendance. Avec l'expert ce jour, on se demande si la solution ne se trouverait pas dans le leadership. Eh bien, c'est terminé pour la conférence des partis sur la biodiversité. Il est temps d'en tirer leçon. Et c'est à cet exercice que Amandine Agnambossou et son invité nous convient dans Nature et Bien-être. Les enseignants du secondaire sont invités à se faire évaluer dans les tout prochains jours. Une décision qui a fait grincer les dents dans le rang des enseignants. Que va révéler cette évaluation? On le saura bien assez tôt, mais en attendant, Autant Savoir se propose de s'intéresser à la qualification des enseignants du secondaire. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et Amandine Agnambossou est déjà là pour la présentation des titres. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous Agnat Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Dans le 19h45 ce soir, la COP24 aborde son dernier virage cette semaine. Les travaux se poursuivent malgré les points d'achoppement. Nous ferons le bilan à mi-parcours avec notre envoyé spécial. Journée nationale de lutte contre la corruption ce 10 décembre. Les jeunes sont mis à contribution pour éradiquer le fléau au Bénin. Selon les statistiques, cette frange de la population serait la plus touchée par ce phénomène. Et puis, la question de l'énergie est un enjeu vital. Des réflexions se mènent pour le développement de l'électricité sur le continent. Merci à vous Amandine Agnambossou. On le sait, l'énergie électrique c'est très important pour amorcer un développement durable. On a hâte de vous retrouver à 19h45 pour le journal proprement dit. Mais en attendant, nous allons vous retrouver de ce côté-ci pour Nature et Bien-être. Ce sera tout juste après ceci. Nature et Bien-être ce soir s'intéresse aux grandes leçons à tirer de la conférence des partis sur la biodiversité. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous Agnat Bello. Comment vous allez? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Je vous laisse nous présenter votre charmant invité, un habitué du plateau de Grand. Bon, ce soir, on reçoit M. Patrice Sagbo. C'est un naturaliste, c'est un habitué du Grand Rendez-vous. Bonsoir à vous, M. Sagbo. Bonsoir, madame.
Du 13 au 29 novembre s'est tenue en Égypte la 14e conférence des partis sur la biodiversité. Vous étiez en Égypte. Et dites-nous déjà pourquoi une rencontre internationale sur la biodiversité. Merci madame. Il faut rappeler d'abord que la Convention sur la biodiversité est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Donc ça fait 25 ans exactement que la Convention est entrée en vigueur. Et chaque 2 ans, tous les partis qui ont adhéré à cette Convention se retrouvent pour prendre de grandes décisions et voir comment ils vont mettre en application cette Convention au niveau national. Et chacun fait le point aussi de sa mise en application de la Convention. Il y a combien de pays signataires de cette... 193, environ à peu près, 200. environ 200 personnes. Et cette année, on a atteint un pourcentage de 97% de participation concernant les pays. Et ce qui ne s'est jamais passé, c'est la première fois que cette réunion se tient sur une terre africaine, et c'était en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Et qu'est-ce qu'on peut retenir alors de la 14e rencontre sur la biodiversité? Il faut retenir que nous sommes à un tournant de 2020. Il y a eu des objectifs qui ont été fixés pour atteindre 2020. Et c'est pour faciliter les pays pour la mise en application de la Convention. On est en train de constater que ces objectifs ne sont pas tellement au point où on doit les atteindre en 2018. Donc les choses sont trop pressées. Les objectifs ont été fixés quand? En 2011. En 2011. 2011-2020. On a vu que à cette date, on est au moins déjà à 50%. Pas très loin. On est un peu loin. Et les gens se sont rendus compte que ça ne marche pas. C'est seulement au niveau national. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas, c'est que l'environnement et la biodiversité sont devenus pendant longtemps des sujets orphelins. Il n'était pas une préoccupation. Si vous en souvenez bien, c'est à l'avènement du renouveau démocratique au Bénin que nous avons commencé par avoir un ministère de l'Environnement. Oui. Donc, les choses ont commencé par changer lorsque les pays africains ont commencé par adhérer au régime démocratique. Donc, c'est un peu comme ça. On peut tolérer ça, mais à partir de maintenant, on suppose que tout le monde a pris conscience que dans les budgets nationaux, on doit inscrire des lignes pour mettre en application les engagements que chaque pays est allé prendre au niveau international. D'accord. Oui. Monsieur Sabo, déjà, moi, je me demande, puisque vous avez assisté à cela et qu'aujourd'hui, on s'intéresse aux leçons, vous particulièrement, quelle est d'abord votre première motivation déjà à assister à cette conférence? Moi, je suis allé là-bas au nom des communautés locales qui conservent la biodiversité au niveau national. Et je constate que, de jour en jour, les gens ont pris conscience de ce qu'on doit accorder une place prépondérante à la participation effective et pleine de ces communautés locales. Les choses se mettent en place pour que d'ici à 2020, ça soit une réalité. Est-ce que tous les participants ont eu le temps d'exposer leurs visions et autres lors de ces rencontres, ou bien ça a été comme toutes les rencontres où on va faire un peu de tourisme et on revient? Je vais vous rassurer que la Convention sur la diversité biologique, cette réunion est une réunion très sérieuse. C'est-à-dire? Toutes les réunions sont sérieuses? Non, toutes les réunions ne sont pas sérieuses. Parlons de la Convention. Les réunions de la Convention sont très sérieuses, surtout les COP. Si une partie n'est pas d'accord avec une décision, on ne bouge pas. Donc c'est la vraie démocratie et la vraie participation. Les décisions se prennent de manière inclusive. Et on n'évolue pas à part. On n'évolue pas. Il y a plusieurs mécanismes pour atteindre un consensus. Lorsque les sujets sont déjà envoyés, des mois avant, au niveau national, vous venez en plénière, vous n'arrivez pas à vous entendre, on crée des groupes de contact et les sujets difficiles sont envoyés dans ces groupes-là et vous êtes obligé de vous entendre sur un minimum. Et on ne dit pas, je démissionne, je ne donne pas. Non, il n'y a pas de la pagaille. Il n'y a pas de démission. Il n'y a pas de démission là-bas. Personne ne quitte. Personne ne quitte. Si tu veux travailler, tu travailles. Il y a tous les mécanismes pour que les partis puissent s'entendre sur une décision avant de bouger. D'accord, mais est-ce que l'enjeu est le même pour toutes les parties prenantes à cette conférence des partis sur la biodiversité? Moi, je pense que tous les pays qui disposent d'un minimum de biodiversité dans leur pays sont obligés d'adhérer. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est des questions d'intérêt. Les gens profitent beaucoup de la biodiversité. Les industries cosmétiques,
les industries agroalimentaires, les industries pharmaceutiques, voilà les grands lobbies qui sont derrière l'exploitation des ressources biologiques. Et lorsqu'on met des conditions pour dire on ne fera pas du n'importe quoi, lorsque vous allez exploiter les ressources des autres, il doit y avoir un mécanisme de partage. Les gens ne sont pas d'accord pour partager. Et là, il y a des intérêts qui sont en jeu et on est obligé de négocier dur. La convention, c'est des négociations. Ça, c'est pour l'exploitation. Bien sûr. Pour la préservation de cette biodiversité, c'est la même chose. Sur le même principe? On dit préservation, ce n'est pas du tout conserver pour ne pas utiliser. C'est utiliser durablement. Utiliser dans les normes. Oui. Et lorsqu'on a évalué maintenant, on voit que les gens profitent beaucoup plus qu'ils ne contribuent à la conservation. Donc, il faut faire attention. Les dérives sont là. Donc, on est en train de réfléchir sur ces dérives pour que les gens puissent prendre conscience de ça. La preuve est qu'il y a eu des sujets nouveaux qui sont venus et on n'a pas pu s'entendre sur ça. Quels sont ces sujets-là, justement? Par exemple, il y a la numérisation des ressources génétiques. Ça veut dire quoi? Le protocole de Nagoya a exigé que lorsque vous utilisez les ressources génétiques des populations, vous devez partager les revenus avec elles. Il se peut que les gens ont trouvé des contournements pour aller identifier ces ressources sans aller chez les communautés locales et prendre les ressources. On va dématérialiser ces ressources et les mettre dans des banques de gènes. On n'a plus besoin de ces populations-là. En ces conditions, comment on partage? Donc ces sujets ont été des sujets difficiles pendant 2 semaines et c'est à la dernière minute qu'on a pu trouver un consensus. Ça, c'est un. Pour amener des organismes génétiquement modifiés dans un pays, c'est tout un processus. Les gens ont trouvé également des moyens pour dématérialiser tout ça et contrôler les règlements. Et on n'a plus besoin de ces lois et règlements avant d'introduire une autre forme d'OGM dans le pays. On appelle ça forçage génétique. C'est la biologie synthétique. Donc ça, personne n'a bougé sur ce. Moi, je me rappelle qu'on a repoussé. Tout ça, c'est pour encourager la recherche scientifique. Vous voyez, pour faire de la recherche, exactement. On ne peut rien mettre sur le terrain sans aller au laboratoire. Mais il y a des normes. Si ce n'est que pour la recherche, il y a des normes. Mais lorsqu'on ne fait pas des recherches et on va directement sur le terrain, comme ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, où on a fait le Gen Drive pour dire on peut, à partir du projet Target Malaria, aller éradiquer le paludisme dans la nature, sans le consentement des populations, sans des principes de précaution. On s'interroge pour dire quels sont les intérêts qui sont derrière et on ne pourra pas respecter les règles. Là, personne n'a bougé. Et on a dit... la question est restée comme ça. Il faut respecter le principe de précaution, il faut prendre le consentement des populations et il faut que le public soit vraiment informé. On est resté sur ça. Est-ce que la conférence des partis est au-delà de la souveraineté de tout un chacun? Si le Burkina décide de faire fi de toutes ces recommandations-là et qu'il décide d'évoluer, est-ce que c'est interdit? Vous voyez, il y a un débat actuellement en cours, je ne vais pas revenir sur ça, mais toutes les conventions qu'un pays ratifie est au-delà de ces lois nationales. Voilà. Et tout individu, tout citoyen qui connaît ça, s'il constate que ces conventions sont en train de fouler aux pieds, peut se plaindre aux organisations qui s'occupent de la gestion de ces conventions-là. Donc, je pense que c'est comme ça. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. On ne va pas à la conférence des partis pour dormir. Nous, on n'a pas dormi pendant que des pays qui doivent prendre des décisions au nom de leur État vont dormir. Ils ne sont pas présents jusqu'à 23 heures. Vous êtes encore jusqu'à 23 heures. Oui. Parce qu'en tant que communauté locale, on sait que tout va d'abord dans notre intérêt. Nous devons nous battre pour que nos décisions soient prises. On fait des déclarations, on est écouté, on est entendu. Monsieur Sabo, la rencontre également devrait être une occasion pour intensifier un peu les efforts mondiaux afin d'enrayer la perte de la biodiversité. Est-ce qu'on peut dire que l'objectif a été atteint? Totalement. Il y a eu 2 innovations. Actuellement, vous voyez, on fait la conférence des partis sur la biodiversité. Quelques jours après, c'est le climat. Après, c'est la désertification. Alors que toutes ces conventions sœurs qui ont été mises au point à Rio en 92. Pourquoi ne peut-on pas les gérer ensemble? Il est en train d'être envisagé que ces 3 conventions soient gérées ensemble parce que c'est des conventions qui se complètent. Donc, et pratiquement, ce sont les mêmes personnes qui s'occupent de ça. Et c'est les Nations Unies toujours qui gèrent ça. Deuxième chose, on ne peut pas parler de biodiversité et sans la culture. Actuellement, on doit pouvoir associer la nature à la culture pour que la biodiversité se porte bien. Donc, il est créé
actuellement une alliance nature-culture pour mieux protéger, mieux préserver la biodiversité. Moi, j'ai vu l'UNESCO, j'ai vu beaucoup d'institutions internationales qui se sont mises ensemble pour porter ce projet, l'Alliance Nature-Culture. Moi, je vois que c'est des trucs vraiment très bien. Et c'est des décisions qui sont déjà prises et les gens sont déterminés à apporter de l'argent. C'est en plénière que des pays ont commencé par lancer des appels. Je donne tant, je contribue pour ceci, je contribue pour les 2 ans à venir. Donc, il y a eu assez de mobilisation directement, de ressources. Ce n'est pas en sourdine. Les gens se sont prononcés pour dire je donne l'argent. C'est des milliards de dollars. Puis les gens commencent. Le Canada, même l'Afrique du Sud, j'étais étonné lorsque j'ai entendu l'Afrique du Sud prendre la parole pour dire je donne tant pour vraiment faire ceci. Donc, moi, et le Bénin a donné combien? Le Bénin, lorsqu'ils vont venir officiellement, vous allez leur demander là. Ils étaient 2. Vous allez leur poser la question. Ok, M. Sabo, on a encore quelques minutes. Que faut-il faire alors, selon vous, pour reconquérir la biodiversité? Moi, je pense que les efforts doivent se faire au niveau national. Nous avons des lois, nous avons des acteurs. Vous avez vu, les communautés locales sont prêtes à accompagner. Elles savent que leur vie dépend de la biodiversité. Oui. On a des lois. Ceux qui doivent appliquer les lois sont là. Pourquoi ne vont-ils pas essayer de mettre ces lois en application? Pourquoi on ne peut pas introduire la biodiversité dans les écoles, pour l'éducation environnementale, pour que ça commence par se prendre au niveau de la base? Pourquoi ne pas faire ça? Vous voyez, c'est comme si nous, on n'a pas de problème ici. Allez voir les pays de l'Amérique latine, défendre leur territoire, défendre leur... Non, c'est rien que des femmes. Vous étiez émerveillés. On a eu des grands événements. C'est le 20e anniversaire des femmes qui s'occupent de la biodiversité. C'était une grande manifestation. Regardez comment ça s'est passé. Mais ici, vous voyez des femmes se mobiliser pour ça. Les femmes, vous mobilisez pour la journée des femmes. On a une femme pour le genre et on l'a reçue sur ce plateau. Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons dorénavant une femme. Moi, je veux bien un réseau national pour la biodiversité au Bénin. Oui, on veut bien. Amandine reste en tête. Des jeunes qui viennent en plénière et qui font des déclarations. Des femmes qui viennent en plénière et qui font des déclarations. C'était merveilleux. Moi, je suis venu ici. Je pense qu'au-delà des paroles, nous devons mettre un mécanisme en place qui prenne en compte des jeunes qui déclarent leur position, leurs sentiments, ce qu'ils veulent que demain soit pour eux par rapport à la biodiversité. Je pense que c'est la première mission en 2019 à laquelle nous allons nous attacher. Merci beaucoup à vous, M. Sabo. Merci infiniment. On se retrouve encore ici vendredi prochain. Merci. Pour parler toujours biodiversité. Il n'y a pas de problème. Eh bien, ce sera avec Asiom Gaba, Amandina Anyamboso. Merci et vraiment à Edmond Patrice Sabo. Nous rappelons qu'il est naturaliste. Nature et bien-être s'achève donc ainsi et cette place à Autant Savoir. Voilà, avec Autant Savoir, on s'intéresse aux non qualifiés dans l'enseignement. Est-ce une plaie à circonscrire? Hubert Rotondi vous en parlera. Hubert Rotondi, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi. D'accord. Alors déjà, on est d'accord que les enseignants n'étaient pas d'accord quand ça a été décidé de faire évaluer les enseignants au niveau du secondaire. Et pourtant, aujourd'hui, on est tous obligés d'y aller. Déjà, vous, votre avis sur cela? Non, vous savez, et on ne peut même pas comprendre pourquoi on va s'empêcher de se faire évaluer. On ne comprend pas. Surtout quand on sait que le monde est dynamique. Tout bouge et l'être humain qui se veut être performant dans sa prestation doit accepter l'évaluation et accepter donc les remédiations nécessaires, c'est-à-dire les formations pour rendre performant ces prestations. D'accord. Oui. C'est avant tout une remise en cause, donc, de l'enseignant lui-même. Tout à fait, bien sûr, c'est ça, une remise en cause. C'est comme l'autre philosophe le dit, tout ce que je sais, c'est que je ne connais rien. Alors si l'enseignant ne peut pas se dire ça, et va se végéter dans des connaissances archaïques, je dis, entre griffes, anciennes, d'antiquité. Il ne veut pas s'adapter à la réalité du monde actuel. Et pour s'améliorer, alors il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Oui. Ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut dire que ce sont peut-être les enseignants qui ne se sentent pas assez qualifiés, qui ont peur d'aller vers cette évaluation-là? Bon, est-ce que assez qualifié? Plutôt que
Et moi, je ne suis pas rentré dans leur peau, hein, dans leur esprit. Mais j'imagine que c'est des gens qui sont autosuffisants, qui pensent qu'ils connaissent tout et qu'ils disent tout. Voilà. Et comme ça, c'est évident qu'ils puissent se tromper dans cette position qui sont les leurs aujourd'hui. Se refuser ou bien de tenter à boycotter donc une question donc de réévaluation ou d'évaluation ou de formation. Alors, ce n'est pas des gens moins qualifiés, c'est des gens qualifiés mais qui pensent qu'ils n'ont plus rien à tirer d'autre. D'accord. Et voilà. Pourtant, hein, les populations, ces parents d'élèves-là, sont souvent confrontés à des enseignants qu'ils jugent parfois non qualifiés. Est-ce que vous confirmez qu'il y a effectivement des enseignants non qualifiés? Avec qui hein, vous travaillez et peut-être que vous côtoyez? Et je ne peux pas dire que tout le monde est qualifié. Vous savez, actuellement, et surtout dans notre pays, et c'est ce combat que je défends personne. Le gouvernement est en train donc Donc on ne peut pas dire que tous les enseignants du secondaire sont qualifiés. Non. On ne peut pas l'affirmer tout de goût. Tout le monde n'est pas performant. Tout le monde n'est pas performant. Il y a toujours une différence entre la performance et la qualification. Est-ce qu'ils sont déjà qualifiés avant de parler de performance? Être qualifié, c'est avoir donc le diplôme professionnel et se rendre soi-même performant. C'est ça, être qualifié. Donc, il y a cette catégorie donc d'enseignants qui sont dans le système. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont pas la qualification et qui viennent dans le système comme un tremplin. Et un peu pour se faire un peu d'argent, donc se suffire un temps soit peu. Vous voulez parler des enseignants vacataires, appeler les parleurs, non? Bon, il y a des vacataires. Et pourtant, ils sauvent hein, aujourd'hui au niveau de l'enseignement secondaire. Il paraît que ce sont les plus nombreux d'ailleurs. Oui, c'est les plus nombreux parce que l'État aujourd'hui, il faut l'avouer aussi, l'État n'a pas la capacité financière donc de recruter que des enseignants qualifiés. Sinon, il y en existe sur le terrain. Il y a des gens... Est-ce qu'on en a assez pour tout le monde? Le Bénin, c'est beaucoup de collèges, hein, c'est beaucoup de collèges d'enseignement général. Oui. Hein. Est-ce qu'on en a assez pour couvrir tout le territoire national? Il y en a sur le terrain. Sauf qu'il faut reconnaître que tant qu'il existe encore quelque chose à compléter, c'est que nous n'en avons pas suffisamment. C'est sûr. Nous n'en avons pas suffisamment. Et c'est pour cela que les écoles de formation sont là, dotées donc des instruments de formation, du personnel qualifié pour former donc les jeunes, les enseignants, tout ça, ça existe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que lorsque nous avons tous ces dispositifs-là et que l'État décide aujourd'hui, bon, maintenant, je veux mettre en place donc des remédiations pour corriger là où ça ne va pas chez vous, on ne peut pas, quel que soit ce qu'on est là, on ne peut pas refuser donc d'accepter la formation, donc l'évaluation, et donc pour améliorer donc ces prestations dans le système, dans le travail qu'on est en train de faire. D'accord. Voilà. Alors, pour d'autres enseignants qualifiés, cette réévaluation aussi, ce serait peut-être dire que la qualité de la formation professionnelle n'y est pas. Et pourtant, jusque-là, surtout au niveau du secondaire, c'est encore l'État qui forme les enseignants pour la plupart. Oui, dans tous les cas, c'est l'État qui forme les enseignants. C'est l'État qui forme les enseignants. Si même l'État autorise quelques centres de formation, centres privés, je dis, de formation, c'est encore l'État. Parce que les modules viennent donc de l'État, des cadres que l'État a formés. Ces inspecteurs-là, c'est des cadres de l'État. Donc, en tout état de cause, la formation est détenue par l'État. C'est l'État qui forme les gens et qui met à disposition du système éducatif aujourd'hui et les enseignants qualifiés. Sauf que, du fait que l'État n'a pas la capacité financière aujourd'hui de recruter rien que des enseignants, il y a toujours de laisser aller. Non, mais les enseignants vacataires aussi se font payer, peut-être pas à la hauteur, c'est cela. Non, les enseignants vacataires se font payer. Ils sont un peu moins chers, c'est ça? Bon, non, est-ce que c'est moins cher? Pas du tout. Écoutez, alors 1500, 2000, ainsi de suite. 2000 heures. Bien sûr, par heure là, c'est pas petit. C'est sûr. Ce n'est pas petit. Encore que
l'on ne peut pas dire que c'est pour l'argent, c'est 1500, c'est 2000 qu'on est là. Non, non, quand on est enseignant professionnel, alors il y a quelque chose qui dépasse tout ça là. C'est la façon de transmettre la connaissance, savoir, la transmission du savoir. Voilà, qui est la plus préoccupante donc, pour l'enseignant et que nous sommes. Mais alors, malheureusement, et tout le monde ne s'inscrit pas dans cette logique. Et comme je vous l'ai dit, un tremplin, il faut chercher un peu d'abord pour se frayer un chemin dans l'avenir, dans la fonction publique, c'est ça. Mais c'est trop vite dit de dire que la plupart des enseignants vacataires ne sont pas qualifiés. Est-ce que tous les enseignants vacataires ne sont pas qualifiés? Mais vous revenez toujours sur la question, un peu comme pour me faire comprendre que je n'ai pas encore dit ce que vous voulez. Évidemment, tous les enseignants... je ne veux pas de langue de bois sur ce plateau. Je vous connais beaucoup plus frais et beaucoup plus spontané. On a besoin de savoir. Oui, mais c'est ça ce que je vous donne. Oui. Et les enseignants, tout le monde n'est pas qualifié. Ça, c'est évident. Il y a toujours... Je parle des enseignants vacataires parce que vous avez déjà catégorisé pour vous d'abord les enseignants qualifiés. Mais si même les professionnels ne sont pas assez qualifiés, ne sont pas ce n'est pas les vacataires qui ne sont pas assez performants. Ce n'est pas les vacataires qui seront les plus performants, les plus qualifiés. Non, il y a quelque chose qui manque aux vacataires. Ce qui leur manque, c'est que quelquefois, c'est le diplôme professionnel. Par contre, il y en a qui, malgré qu'il n'ait pas le diplôme professionnel, ils sont très bons. Mais justement, vous en avez parlé déjà une fois, je me demande alors, la performance n'est pas forcément liée au diplôme professionnel? Pas du tout. Pas du tout. Et comment on acquiert la qualification? La qualification, oui, parce que quand vous avez le diplôme académique nécessaire qu'il faut, il vous suffit donc allez vous faire inscrire donc, dans un centre de formation dans les universités habitués à ces genres de formation pour subir donc les différents modules pendant un temps. Je crois que pour la maîtrise, le CAPET, le CAPES par exemple, c'est 1 an de formation et le BAPET est également encore un peu plus parce que BAPET, ça fait 3 ans de formation et quand on a la licence ou bien autre diplôme. Et voilà. Donc, c'est comme ça se passe. Alors, je voudrais dire que on peut avoir la possibilité d'être sur le terrain et de suivre donc les vagues de regroupement pour subir donc les modules de formation. Mais les vagues de regroupement, ça se fait sur initiative de l'État aussi. C'est l'État, je vous ai dit, c'est l'État. Du ministère de l'enseignement secondaire. Secondaire, supérieur, parce que c'est les universités. Quand c'est le CAPET, le CAPET, c'est de hauts diplômes professionnels, c'est universitaire. Donc, voilà comment ça se passe un peu. Donc, bref, tout le monde n'est pas qualifié. Tout le monde n'est pas performant, c'est sûr. Et donc, dire que les enseignants s'opposent à l'évaluation actuelle en cause, on ne peut pas comprendre. Encore que, si on est syndicaliste, par exemple, on n'a même pas de raison de dire que nous allons boycotter. Ce n'est pas possible. Et on sait, vous êtes employé. Et l'employeur décide donc de vous évaluer pour voir quelle remédiation il va apporter. Comment vous accompagner aussi, parce qu'on n'a pas dit que si... Et on va dire non. Mais où est-ce qu'on va dire ça? Il n'y a même pas... Il n'y a pas raison. D'accord. Maintenant, si vous permettez, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce principe. Selon toujours les informations recueillies ici et là, quand on sort de l'école de formation pour l'obtention du diplôme professionnel, on est d'abord enseignant stagiaire. On assiste un titulaire, c'est après, mais aujourd'hui, avec la forte demande, ce passage n'est plus obligé. Est-ce que pour vous, enseignants de l'ancien système, est-ce que cela pose problème? Oui, bien, enseignant de l'ancien système, je vous dis, il ne faut pas me mettre à la touche, madame. Vous êtes jeune. Oui, comment vous allez dire ancien système? Alors, disons du nouveau système aussi. Non, pas moi. Enseignant donc du système. D'accord, oui, enseignant et professionnel. En plus. Oui, je suis. Mais vous êtes passé par cette étape, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, voici comment ça se passe. Et je dis que, je vous ai déjà dit que le monde est dynamique. Et évolutif. Très bien. Surtout, c'est ça le thème que je voulais. Le monde est évolutif. On ne peut pas toujours faire la même chose tous les jours et toutes les fois. Il faut, à des moments donnés, insérer donc de l'innovation.
Et c'est pour cela qu'on dit, même si vous êtes professionnel, c'est à vous de vous rendre performant. Ce n'est pas le diplôme qui vous rend performant forcément. Mais le diplôme vous qualifie. qualifie. C'est l'expérience. Le diplôme vous qualifie. Mais il faut vous former vous-même. Il faut vous remettre en cause. Il faut vous lancer dans des recherches. Je vous dis que moi, mes premiers cours avant donc, de commencer, d'être vraiment professeur qualifié, je fais le cours à moi-même d'abord à la maison. Je prends les fiches, j'imagine que je suis en présence donc des élèves, comment je vais aborder ceci, comment à un moment donné, je suis en train de faire ça et c'est rentré dans l'habitude pour moi, mais je fais ça. Et un jour, ma femme a ouvert donc la porte sur moi et dit, entre, papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, bon, non, je suis en train d'imiter le cours que je vais faire tout à l'heure à 15 heures. Donc, si l'enseignant ne se donne pas ses qualités, ses savoirs, je dis savoir-faire, ne se l'impose pas, c'est que nous allons végéter toujours dans la médiocrité. Et cela en dépit de la qualification. Tout à fait, quand bien même on est enseignant qualifié. D'accord. Voilà. Donc, si l'on se résume sur ce plateau, la seule qualification n'est pas gage de performance au niveau de l'enseignement. Pas du tout. Pas du tout alors. Donc, pour être, disons, qualifié, vraiment qualifié, il faut de l'expérience. Et l'expérience, ça s'acquiert. Donc, ça se forge et ça s'acquiert. Donc, voilà ce que je vais dire. Merci à vous, Hubert Otondiou. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau avec vous. C'est toujours ça, langue de bois, et c'est d'ailleurs ça que j'apprécie, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes dorénavant fixés. Aujourd'hui, on sait que la seule qualification n'est pas synonyme de performance et pourtant, elle est nécessaire justement pour être un bon enseignant. On souhaite que la plupart des enseignants dans nos CEG et lycées soient des enseignants qualifiés. C'est d'ailleurs pour cela cette réforme. On aura le temps d'y revenir, bien évidemment. Nous passons à présent à la prochaine rubrique, l'expert. Accès à l'emploi, le leadership est une clé. On en parle avec l'expert ce soir. Il s'agit de Martin Oguyomi. Comment vous allez? Bonsoir. Ça va très bien, madame. Alors, vous êtes administrateur de l'action sociale. Déjà, dites-nous, pour vous, est-ce que le problème d'accès à l'emploi est toujours aussi récurrent ici? Oui, le problème d'accès à l'emploi est toujours récurrent au Bénin parce qu'on estime que environ 100 000 jeunes sortent chaque année, alors que l'offre de l'emploi devient de plus en plus rare. Ces 100 000 ne sont pas absorbés. Ces 100 000 ne sont pas absorbés. L'État n'est pas capable de prendre en charge les 100 000 jeunes qui sortent chaque année. Le privé également ne crée pas l'emploi comme cela se doit. Donc le problème est toujours réel. D'accord. Et pour vous, la solution, c'est le leadership? Absolument, c'est le leadership parce que tantôt vous parlez de la qualification qui n'est plus suffisante. Cela est exact aujourd'hui parce que avant, nous avions parlé de qualification, on a parlé des compétences techniques, on a parlé de l'expérience professionnelle, mais aujourd'hui, on va au-delà de ces différents éléments. Et de plus en plus, on parle de leadership. Mais qu'est-ce que le leadership? Le leadership, c'est simplement la capacité d'influence d'un jeune à avoir du travail dans son environnement. Et cette capacité d'influence prend en compte les compétences humaines, relationnelles, les compétences personnelles. Et ce sont ces compétences-là qui permettent de plus en plus aux jeunes d'avoir accès à l'emploi. Donc pour vous, un jeune qui a le leadership a beaucoup plus de chances de pouvoir s'insérer. Absolument, absolument. Et sans doute que vous voyez que il y a de plus en plus des jeunes qui se plaignent, qui disent « Bon, moi j'ai participé à tel test d'entretien, ça n'a pas marché et tout. » Mais c'est parce que derrière, il y a des notions qu'il fallait maîtriser avant de se présenter, par exemple, à un entretien d'embauche. Lorsque vous entrez, par exemple, dans une salle d'entretien et qu'on ne vous donne pas l'autorisation de vous asseoir et que vous vous asseyez, vous voyez, c'est déjà une contre-performance. Et déjà, le jury prend en compte tous ces aspects. Est-ce que cela renvoie au leadership? Cela renvoie au leadership. Cela renvoie au leadership. Pour vous, c'est quoi un leader alors? Un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui est préparé, qui connaît le contexte dans lequel il agit. Et quand on connaît le contexte, on a les éléments qui permettent à soi d'influencer ceux-là qu'on a devant nous, les organisations qu'on a devant ou
ceux-là qui sont susceptibles de nous donner du travail. Donc, quand on maîtrise ces éléments-là, il est plus facile de connaître les éléments à prendre en compte dans la gestion de la situation. D'accord. Je rappelle que vous êtes administrateur de l'action sociale et je me demande comment est-ce que vous vous permettez d'affirmer qu'aujourd'hui, le leadership, sur quoi vous vous basez pour apprécier le rôle du leadership dans l'obtention de l'emploi pour un jeune? Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que 100 000 jeunes sortent chaque année de nos écoles et universités. Et sur le terrain, on remarque qu'il y a une concurrence rude. Le marché de l'emploi est tellement tendu. Et donc, ceux-là qui se font recruter par les employeurs sont ceux qui sont très qualifiés. Ceux-là qui ont la capacité, par exemple, de communication. Ça, c'est un élément très important. Lorsque vous parlez, on sent qu'il y a une différence qui se dégage. Vous voyez, au niveau de votre image également, cela compte beaucoup. Parce que lorsque vous allez à un entretien d'embauche, je reviens toujours sur ça, j'ai un ami qui m'a raconté, qui dit, mais tu sais, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs entretiens d'embauche, mais après on ne me rappelle plus. Et il a eu l'esprit d'idée d'aller chez un coach qui lui dit, mais tel que tu t'es habillé là, si tu t'habilles toujours comme ça pour aller à un entretien d'embauche, on ne va pas te prendre. Donc de plus en plus, il y a ces éléments, il y a ces notions qui entrent en ligne de compte pour se faire embaucher. Absolument, la tenue vestimentaire, c'est très important. Donc, il faut prendre en compte le soin, il faut prendre soin de son image parce que de plus en plus, nous sommes dans une société de l'information et de plus en plus, le monde se numérise. Donc, il faut prendre en compte l'aspect soin de son corps et de son habillement. D'accord. Avant qu'on en arrive à tout ce qui est nécessaire pour être un bon leader, un leader qui peut se faire embaucher facilement, est-ce que pour vous, on peut retenir que le monde de l'emploi, ici au Bénin et un peu partout dans le monde aujourd'hui, ne veut recruter que des leaders? On peut le dire, et cela n'est pas injuste parce que le monde se développe, le monde évolue. Il y a des technologies, les gens ont besoin de plus en plus des solutions pour pouvoir répondre à un certain nombre de problèmes qui se posent. Et donc, c'est ceux-là qui seront capables de répondre effectivement à ces défis-là qui vont se faire embaucher. Et donc, les jeunes doivent comprendre et savoir qu'aujourd'hui, au-delà de la qualification qui prend en compte les compétences techniques, l'expérience et tout, il faut se faire former au leadership. D'accord. Mais se faire former au leadership, on n'apprend pas ça à l'école, en tout cas pas encore à ce que je sache. Ce n'est pas dans le contenu des unités de valeur sur lesquelles les étudiants sont appelés à évoluer. Déjà, dites-nous, pour vous, comment est-ce qu'on peut alors avoir ce leadership? Pour avoir le leadership, d'abord, je voudrais interpeller les parents parce que le leadership commence à partir de la maison. Lorsque vous avez vos enfants, il faudrait que vous leur apprenez un certain nombre d'éléments, des compétences humaines. Comment saluer quelqu'un, respecter quelqu'un. Ces notions-là sont très importantes. Donc, ça commence d'abord à la maison. L'enfant apprend le leadership à partir du comportement de ses parents, à partir de ce que ses parents font et tout. C'est-à-dire que si son père n'est pas un homme leader, il est probable qu'il n'en soit pas lui-même? Bon, il est probable, je parle déjà là du niveau du cercle familial. Si le père même n'affiche pas un certain leadership, son enfant peut apprendre dans les organisations. Donc, il y a cette possibilité de se faire rattraper dans la société. Donc, il y a des organisations, il y a des réseaux aujourd'hui qui forment au leadership. Il y a aussi, l'école, de plus en plus, on parle de leadership dans les universités. Donc, l'enfant a la possibilité de se rattraper. Ça dépend de la formation. Ça dépend de la formation, mais exactement. Mais si aujourd'hui, pour vous, le leadership est la solution, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, toutes les formations n'apprennent pas le leadership. Je ne suis pas sûre que quand vous vous intéressez à la cuisine, par exemple, on vous apprenne véritablement ce que c'est que le leadership. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, cela devrait être un module dans la plupart des offres de formation au niveau de nos universités, qu'elles soient privées ou publiques? Exactement. Exactement. On doit prendre en compte aujourd'hui le leadership dans tous les curricula de formation. Cela ne se fait pas à tous les niveaux. Mais je le dis, les jeunes aujourd'hui ont la possibilité de se faire former ailleurs, à travers même les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de formations aujourd'hui qui se font. Des formations en ligne? En ligne. Oui. Il y a des formations en ligne aujourd'hui sur le leadership. Vous avez la possibilité de vous inscrire et d'avoir des notions sur le leadership et tout. Donc, il y a toujours une possibilité pour s'en sortir.
D'accord. Donc pour vous aujourd'hui, hein, les jeunes ne doivent pas dire que parce qu'ils ne l'ont pas reçu cette formation à l'école qu'ils ne peuvent pas avoir le leadership. Non, non, non. Les jeunes ont la possibilité aujourd'hui parce que nous sommes dans le monde de l'information. Les réseaux sociaux aujourd'hui constituent quand même une plateforme très large pour apprendre le leadership, pour exercer son leadership. D'accord. Mais déjà, moi, je me demande, hein, puisque vous avez posé le problème au niveau de l'accès à l'emploi, en termes d'absorption au niveau du privé et au niveau du public. Aujourd'hui, on encourage les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Est-ce que pour vous, le leadership aussi a sa raison d'être au niveau de l'entrepreneuriat? Oui, le leadership a sa raison d'être. C'est vrai que, vous voyez, on estime que 98% des candidats des demandeurs d'emploi sont des candidats à l'emploi salarié. Oui. Donc, il y a moins de jeunes qui véritablement veulent aller vers l'entrepreneuriat. Or, aujourd'hui, c'est la solution face au problème du chômage des jeunes. Donc, à ce niveau-là également, il est très important que le jeune affine son leadership. Parce que c'est plus compliqué d'être son propre chef et de réussir que de travailler pour quelqu'un. Quand on est chef soi-même, il y a des éléments qui sont très importants à prendre en compte pour pouvoir réussir. Parce que vous serez là, c'est vous-même, vous êtes le chef, c'est vous qui dirigez toute l'équipe, vous avez une équipe à diriger, il vous faut un meilleur leadership pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe, pour pouvoir savoir telle ou telle chose doit être faite à tel niveau. Donc, le jeune qui veut entreprendre a besoin, plus que le jeune qui veut peut-être aller dans l'emploi salarié, d'un leadership affirmé pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. D'accord. Quelles devraient être alors les qualités d'un bon leader? Le bon leader, c'est d'abord celui-là qui a l'écoute. C'est celui-là qui a l'écoute de son environnement, qui observe beaucoup. Parce que si vous ne connaissez pas le contexte dans lequel vous évoluez, vous ne pouvez pas prendre des décisions. Et si vous ne connaissez pas, vous prenez des décisions, vos décisions seront erronées et donc vous ne pouvez pas réussir. Or, le leader, par excellence, c'est celui-là qui a des objectifs à atteindre dans un délai donné. Et donc, atteindre l'objectif suppose que vous avez maîtrisé votre environnement et que vous avez posé le bon diagnostic, que vous avez posé aussi, que vous avez eu la solution qu'il faut pour pouvoir vous en sortir. D'accord. Est-ce que dans le cercle familial, c'est-à-dire pour le jeune lui-même au niveau de sa propre famille, hein, être un leader, ça a du bon? Oui, c'est très important. Je le disais tout à l'heure que le leadership commence à partir du cercle familial. À partir du cercle familial, déjà, vous devez commencer par exercer votre leadership. Parce que ça vous permet d'avoir un certain nombre de choses. Ça vous permet de vous faire des amis, par exemple. Vous faire des amis, de rentrer dans les réseaux de votre quartier, votre commune, de votre communauté et tout. Et donc, à partir de ce niveau-là, il est très important, déjà pour l'enfant ou pour l'adolescent, de commencer par faire preuve de leadership pour pouvoir avoir un certain nombre de résultats dans la vie. D'accord. Alors, peu importe les formations et tout ce qu'on dit, on se rend compte tout de suite hein, que dans la société, il y a des personnes qui tout de suite sont des leaders incontestés. Est-ce que cela n'est pas parfois aussi un peu inné? C'est-à-dire, on aura des personnes, qu'on le veuille ou pas, qui seront des leaders, peut-être même sans formation, et d'autres qui, malgré leur formation, ne seront presque jamais de bons leaders. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui naissent avec un certain nombre de prérequis qui leur permet d'évoluer dans la vie. Mais toujours est-il que le leadership, ça se construit. Ça se construit dans le temps. Et ça se construit et ce n'est pas, on ne naît pas leader. D'accord. On le devient. On le devient. Vous voyez, même si vous avez des prérequis, il faut les travailler chaque jour parce que vous pouvez les perdre d'un jour à l'autre quand vous ne vous exercez pas. Donc, il faut l'exercer, il faut l'affirmer tous les jours pour pouvoir être toujours dans la dynamique de ce que vous voulez être. D'accord. Oui. Et ce travail ne se fait qu'en ligne, c'est-à-dire ou à travers les réseaux. Et ceux qui ne sont pas affiliés au réseau, je parle par exemple du jeune peut-être qui a Tchoumi, qui n'a peut-être pas de possibilité de réseau, tout le monde n'est pas dans une ville cosmopolite. Est-ce que tous les jeunes peuvent avoir accès à ce leadership-là? Oui, exactement. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des formations aujourd'hui qui sont faites ici et là. Il y a, par exemple, les associations de Yali qui ont organisé une formation de leadership à travers tout le pays, qu'ils ont dénommé You Can Do It. C'est sûr que c'est des initiatives à encourager. C'est des initiatives à encourager. Est-ce qu'il faudrait qu'on s'en arrête là? Non. Est-ce que le jeune a d'autres recours, d'autres solutions qui s'offrent à lui
pour devenir un bon leader? Oui, pour devenir un bon leader, déjà, il faut regarder peut-être la télévision. Il y a des leaders qui passent par la télé, qui donnent des conseils et tout. À vouloir, quand vous voyez, vous pouvez copier cela. Il y a des bons leaders qui apparaissent à la télévision. Donc, Il faut avoir un bon modèle. Il faut avoir un bon modèle. Donc, à travers cela, vous pouvez apprendre le leadership. Parce que vous avez envie peut-être de faire comme eux et vous essayez de faire exactement comme ils sont en train de faire et peut-être les approcher et leur demander conseil. Donc, il y a toujours la possibilité d'avoir des informations ou de se faire former au leadership. Merci Martin Oguyomi, vous êtes administrateur de l'action sociale et vous proposez comme solution du moins au chômage, vous proposez que les jeunes puissent davantage s'intéresser au leadership, une qualité pour pouvoir s'insérer professionnellement. L'heure du journal est sacrée. Amandina Agnebossou est déjà là. Nous allons la rejoindre dans son studio pour le journal et je vous retrouve tout juste après. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La conférence des partis sur les changements climatiques se poursuit à Katowice, en Pologne. Le bilan à mi-parcours de la rencontre avec notre envoyé spécial, William Tcheki. La corruption est un crime qui freine le développement d'une nation. À l'occasion de la journée nationale de lutte contre ce fléau, les jeunes sont mis à contribution pour l'éradiquer. Le continent africain dispose d'assez de potentialités dans le domaine énergétique et pourtant, on assiste à un déficit. Des réflexions se mènent pour le développement de l'électricité sur le continent. Conférence des partis sur les changements climatiques, la rencontre a examiné les moyens concrets d'aider les pays à affronter les déplacements massifs causés par les effets du changement climatique. L'Afrique, pour sa part, plaide pour une feuille de route claire en faveur du continent. Le bilan à mi-parcours de la COP 24, c'est avec William Tcheki depuis Katowice. Déjà une semaine de négociations sur le climat, 7 jours d'intenses discussions et parfois de rudes tractations entre les différentes parties. Les travaux avancent certes, mais il y a toujours des points d'achoppement, nous explique ce négociateur africain. Donc quand vous vous retrouvez dans une négociation comme ça, on ne s'est jamais aussi retrouvé dans cette négociation. On se trouve jusqu'aujourd'hui, on se trouvait dans des négociations où on avait plus à gagner quand même qu'à perdre. Mais cette fois-ci, parce qu'on a tous pris des engagements à Paris et qu'on l'a ratifié, donc que les États-Unis soient dedans ou pas dedans, le Bénin a ratifié sa CDN. Donc le Parlement béninois va demander au gouvernement de rendre des comptes. Et le gouvernement ne pourra pas évoquer le fait que les États-Unis ne soient plus dans l'accord parce que nos engagements maintenant ont été ratifiés au Parlement. Non, donc on aura des comptes à rendre au niveau national, le Parlement demandera de rendre des comptes, et puis au niveau de la communauté internationale. C'est une question d'intérêt entre les pays signataires de l'accord de Paris. Ici à Katowice, les pays développés préfèrent cet accord à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette dernière serait plus contraignante alors que l'accord de Paris met tous les pays presque au même niveau de responsabilité. Il y a le mécanisme de transparence sur la finance, il y a la reconstitution du fonds vert plus la nouvelle cible. C'est les trois enjeux sur la finance qu'on est en train de voir. Et si on n'a pas des réponses adéquates, minimum, ça va être très compliqué. Et donc on n'a jamais vu un groupe africain qui commence dès maintenant en première semaine à pousser sur vraiment, le président, il ne bouge pas de la salle, il est assis. Et quand chaque sujet arrive, il a tous les négociateurs qui viennent derrière lui. Et on dit au président, non, votre document, on rejette votre document. Dès maintenant. C'est quoi la différence entre l'aide publique au développement et la finance climat? Est-ce que dans les 56 milliards qui sont en train d'être annoncés comme déjà dépensés, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut bien qu'on ait une traçabilité et qu'il y ait une transparence autour de ça. Le deuxième élément par rapport aux aspects de finance, c'est que de cette façon générale, la tendance est à la baisse de ce qui a été promis. Tout d'abord par rapport au fonds vert pour le climat.
Au titre des résultats positifs pour la COP24, il y a le groupe africain qui vient d'adopter le test faisant du Bénin, le pays qui abritera le CIRAC, le Centre international de recherche pour une agriculture résiliente au changement climatique. Désormais, avec le groupe Afrique des négociateurs, nous avons réussi à l'inscrire déjà dans les conclusions des négociations et tous les États africains pour cette initiative avec le Bénin. Nous sommes obligés d'adapter nos producteurs, nos structures, nos bénéficiaires à la résilience à ce changement climatique. Et donc, au niveau de nos États, nous allons veiller à faire le plaidoyer et le lobby nécessaire pour que les États puissent prendre conscience pour dire qu'il faut protéger nos terres. Les nouvelles idées prennent le temps que cela prend pour se concrétiser. Et il faut s'assurer que chaque pas qui est fait est un pas sûr. Parce que sur de tels chantiers, quand on fait de mauvais pas, souvent c'est difficile de se relever. Le représentant de la commissaire. En attendant la session ministérielle et celle des présidents pour entériner ces acquis, le Bénin peut donc se frotter les mains d'avoir franchi un pas de géant dans cette négociation climat. Les jeunes seraient les plus touchés par la corruption. C'est la raison pour laquelle ils doivent être mis à contribution pour lutter contre ce fléau. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption met cette frange de la population au cœur de son programme. Clotaire Aweko. Compter sur la jeunesse pour gagner la bataille de la corruption, c'est l'objectif de la célébration cette année de la Journée nationale de lutte contre la corruption. Les jeunes étant les cibles vulnérables des actes de corruption, l'approche inclusive de tous les acteurs met en pole position cette importante frange de la population de notre pays estimée à 49%. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption a fait un programme pour s'occuper de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse constitue près de 49% de la population du Bénin, sinon même plus. Et donc, l'avenir est compromis pour la jeunesse si nous ne faisons rien pour lutter efficacement contre la corruption. Parce que l'argent qui rentre dans les poches privées du fait de la corruption pouvait bien servir à réaliser des infrastructures socio-communautaires, à créer des conditions favorables pour que l'emploi puisse être au rendez-vous pour les jeunes, à faire en sorte que l'avenir de la jeunesse soit prospère dans notre pays. Et pour le faire, nous devons nous lever aujourd'hui pour travailler dans ce sens. Faire en sorte que ça puisse aller de l'avant pour que nous puissions au lendemain dire à la jeunesse, voici ce que nous avons pu faire pour vous garantir des avenirs meilleurs dans notre pays. Pour faire en sorte que l'horizon éclairci que nous souhaitons pour la jeunesse de notre pays puisse être au rendez-vous le plus tôt possible. Quid des impressions de quelques compatriotes? Le phénomène de la corruption, d'abord, c'est un problème, c'est un grand problème. Et ça gangrène notre pays. Donc, pour améliorer et corriger cette situation, il faut penser non seulement aux jeunes, parce que c'est aussi un problème d'éducation. Il faut sensibiliser bien les jeunes sur ce fléau. Si c'est que les jeunes de nos jours n'arrivent pas à s'épanouir, n'arrivent pas lorsqu'il a déposé des dossiers, n'arrivent pas à passer dans un ordre rigoureux et qu'on doit passer au-dessus d'eux pour pouvoir passer, alors que peut-être des gens sont quittés très loin le nord pour venir à Cotonou pour pouvoir faire passer des dossiers et sont obligés de faire 4 jours, 5 jours et les opportunités sont en train d'être ratées. Ça fait que les jeunes préfèrent trouver des moyens pour pouvoir plus encourager la corruption, pour pouvoir avoir la chance de passer tôt que de rester dans la réglementation et dans la normalité. Donc je pense vraiment que c'est une très bonne initiative pour pouvoir, si c'est qu'on amène plus les jeunes à s'intégrer dans la normalité et qu'on leur prouve vraiment que ça a sa valeur, ils vont vraiment s'intégrer et tout ira bien. Je ne vois pas pourquoi les jeunes s'empressent aujourd'hui d'aller à la hâte pour gagner leur vie et que d'ici à là, ils se retrouvent derrière les barreaux et puis bon, on se dit, qu'en est-il de leur éducation? Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme formation et qu'est-ce que ça
revient en retour pour la nation en général. Bon, on se dit, le Bénin, quartier latin de l'Afrique, en réalité, bon, si l'éducation ne répondait pas, ne reflétait pas le quartier latin, effectivement, donc, ça ne donne pas une bonne image du pays. Donc, j'exhorte plutôt les autorités à donner un cachet spécial pour cette journée afin que les jeunes soient plus motivés à développer leurs idéaux par rapport à cette journée. Déjà, les jeunes se sont plus ancrés dans la corruption pour s'enrichir leurs poches. Bon, ils luttent pour leur bonheur que de venir et d'exécuter le travail pour lequel ils sont vraiment engagés. Donc, vraiment, c'est le changement de la mentalité qu'il faut exhorter d'abord avant de vouloir éradiquer le mal lui-même. Le dernier rapport de Transparency International sur les États les moins touchés par la corruption et autres infractions connaissent met notre pays en 3e place sur les 8 pays dans l'espace UEMOA, en 5e place sur 15 pays dans l'espace CEDEAO, en 15e place sur 55 pays en Afrique et en 85e place sur 180 dans le monde. L'approvisionnement en énergie électrique en Afrique continue d'être au cœur des politiques publiques et des initiatives internationales. Pour les pays africains, la question de l'énergie est un enjeu vital car il ne peut y avoir d'industrialisation et de développement sans accès à l'électricité. Pourtant, la production est inférieure à la demande, ce qui provoque une insécurité énergétique. Michel Egbe, Ulvaïs Balogun. Plus de 800 millions d'habitants issus de près de 48 pays au sud du Sahara continuent de vivre aujourd'hui sans électricité. Une situation qui s'explique en partie par l'inaccessibilité aux réseaux nationaux de distribution, d'autant que 63% de la population d'Afrique subsaharienne réside en zone rurale. La capacité installée de toute l'Afrique n'est que d'environ 115 gigawatts pour près d'1 milliard d'habitants, soit 13% de la population mondiale, mais seulement 4% de la production énergétique. Cette situation constitue une contrainte essentielle à nos performances tant économiques que sociales. Elle résulte d'un retard de longue date que nos États ont commencé à accuser en termes d'investissement et de réalisation dans le domaine énergétique. L'enjeu, désormais, est de mettre fin au paradoxe de l'absence de l'énergie sur le continent africain et de faire passer le taux d'électrification de 30% en 2008 à 80% en 2020, puis à 100% en 2030, et de réduire le prix moyen de l'électricité à 60 francs CFA le kilowattheure en 2020 et à 30 francs CFA le kilowattheure en 2030. Nous avons aujourd'hui élaboré un plan sur les 15 prochaines années. Ce plan comprend la mise en œuvre de plus de 22 000 km de lignes de transport d'énergie électrique et la construction de projets prioritaires de plus de 15 000 MW, donc entre 2019 et 2033. L'ambition est grande, d'autant que l'accès à l'électricité en Afrique est un enjeu économique déterminant pour garantir la sécurité d'approvisionnement des populations et ainsi faciliter l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. L'inexistence de réglementation adéquate ou l'obsolescence des lois existantes, l'utilisation massive des combustibles fossiles polluants, les difficultés de maintenance des équipements de production, de transport et de distribution, l'essor grandissant des énergies renouvelables, le changement climatique et la gestion inadéquate des ressources humaines disponibles sont quelques facteurs de risque qui méritent une analyse approfondie. La gestion du risque, notamment la recherche et la sécurité des approvisionnements, représente donc un enjeu fondamental pour les politiques énergétiques de nos pays. Et pour y arriver, il importe dorénavant de mutualiser les expériences réussies et de procéder au développement des compétences en misant entre autres sur l'énergie renouvelable. Car à cause de la pénurie d'électricité, l'Afrique perd 2 à 4 points de croissance chaque année. À l'inverse, une électrification complète entraînerait selon les estimations une hausse de sa croissance annuelle de 10 à 15% sur une période de 15 ans.
La Banque africaine de développement annonce un prêt de 35 millions de dollars, soit environ 21 milliards de francs CFA, en faveur de l'agriculture au Malawi. Le projet vise à réduire la pauvreté à travers le développement de la chaîne de valeur agricole et des mécanismes d'adaptation au changement climatique. L'initiative va s'atteler également à la sécurisation du régime foncier et au renforcement de la gestion des zones humides de la région. Elle devrait profiter à près de 56 000 familles de petits paysans, dont 30% sont dirigées par des femmes. L'agriculture pèse pour 30% du PIB du Malawi, 85% des emplois et fournit plus de 80% des recettes d'exportation du pays. Au Kenya, la production de blé pourrait atteindre 3 millions de sacs en 2018 contre 2,7 millions de sacs enregistrés un an plus tôt. Cette augmentation d'une année sur une autre résulte d'une amélioration des conditions météorologiques dans la région de Narok qui fournit plus de 60% du volume total. L'embellie devrait permettre au pays de réduire ses importations et de faire baisser le prix de la denrée sur le marché local. Pour rappel, la récolte kenyane de blé ne couvre que 20% de la demande nationale. Les importations proviennent principalement de la Russie, l'Argentine et du Canada. La consommation nationale avoisine 2,4 millions de tonnes par an. Ainsi se referme ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, merci à vous Amandina Anyambassou de l'avoir présenté. Eh bien, d'une actualité à une autre, rendons-nous à présent sur la toile pour la revue de l'actualité web. Financement de l'économie numérique, l'ONU honore le Bénin. Aurélie Adamsoulé Zoumarou, ministre de l'économie numérique, fait désormais partie des 6 membres de l'équipe spéciale stratégique de développement de la finance digitale. C'est une initiative du secrétaire général de l'ONU. Son mandat est de 10 mois. L'équipe a pour rôle d'identifier et d'explorer les possibilités de mobilisation de financement pour la réalisation des objectifs de développement durable. Les membres tiendront leur première réunion en janvier 2019 à Davos, en Suisse. Salon Archi Innov Bénin, l'exposition démarre demain 11 décembre 2018 à Agbangandan au siège de l'ONOB. Pour marquer ses 35 années d'existence, l'Ordre national des architectes du Bénin offre une opportunité aux populations sur tous les services d'architecture et d'urbanisme. L'objectif est de lever le mythe sur le métier d'architecte. Une occasion pour les participants de bénéficier de consultations gratuites. Pour Nassis Justin Soglo, président de l'Ordre national des architectes, l'architecture est une profession d'utilité publique. L'exposition va durer 4 jours. Cette première édition va accueillir une 50aine d'exposants. Un nouveau pas dans la protection côtière et l'aménagement balnéaire au Bénin. Après les populations d'Akbakba et environ, c'est au tour des populations d'Avlekété de bénéficier d'un projet de protection et de valorisation de la côte. C'est une opportunité de 2000 emplois environ. Un projet qui renforce la valorisation effective du potentiel touristique de la zone littorale du Bénin. Et c'est sur cette note que se referme l'actualité web de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Agnès Bello pour le retour au plateau. Voilà, nous passons à présent à la météo, le rappel de la météo pour vous qui venez de nous prendre au vol.
Voilà, le grand rendez-vous va s'achever ainsi, mais vous le savez, avant l'instant citation. La citation d'aujourd'hui nous vient de Winston Churchill. Merci à Yasmine Damata de nous l'avoir proposé. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Merci à vous d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir d'avoir été à vos côtés. Je vous retrouve encore demain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.